Bonjour et bienvenue au JIFICAT 2025 à Poitiers. Je suis le Dr Mingtom Bayi, cardio-oncologue à Kremlin-Bicêtre et réadaptatrice cardiaque à CardioNova. J'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Dr Stéphane Ederi, cardio-oncologue à Saint-Antoine, Paris, concernant la prévention des cardiotoxicités chez les patients atteints de cancer. Bonjour Stéphane. Bonjour. Pourrait-on savoir, finalement, quand on parle de cardiotoxicité, de quoi parle-t-on ? Oui, effectivement, c'est la première question à se poser. On va distinguer finalement deux types d'événements, ou trois types d'événements plutôt. Le risque d'insuffisance cardiaque, patente, clinique, le risque de dysfonction ventriculaire gauche, avec une définition maintenant qui est donnée par l'ESC, qui est une baisse de plus de 10 points de la FEVG, avec une FEVG inférieure à 50%. Donc ça, c'est les patients asymptomatiques avec une altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Ce risque-là d'insuffisance cardiaque et de dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique, c'est la principale ou les principales complications de l'administration des anthracyclines et des anti-HER2. Et puis un troisième risque émergent, qui est celui de myocardite aiguë, qui est lié à l'administration des immunothérapies. Et finalement, comment on peut évaluer ce risque ? Alors c'est un point extrêmement important qui a été mis en avant par les recommandations ESC 2022, c'est que l'évaluation d'un patient atteint de cancer ne doit pas se limiter à simplement la réalisation d'une fraction d'éjection du ventricule gauche, mais bien le prendre dans sa globalité. Et cette globalité, elle est évaluée à travers une consultation de cardio-oncologie. Donc c'est un relevé des antécédents, des facteurs de risque cardiovasculaire, de la fraction d'éjection du ventricule gauche, des biomarqueurs s'ils sont disponibles, et également évaluer la complexité du projet oncologique. Est-ce que c'est uniquement des anthracyclines, des thérapies ciblées, de la radiothérapie? Donc toute cette évaluation pré-thérapeutique, elle est résumée dans le score HFA-ICOS, qui est disponible sur le site de l'ESC. Et donc vous allez évaluer l'ensemble de ces paramètres, distinguer les symptômes, les antécédents cardiovasculaires, les facteurs de risque. Évidemment, les populations qui seront à plus risque, c'est la population qui cumulera des facteurs de risque cardiovasculaires, des antécédents cardiovasculaires, une altération même modérée de la fraction d'éjection du ventricule gauche, qu'on distinguera des patients à faible risque, la population asymptomatique, sans facteur de risque cardiovasculaire, une FEVG normale, des biomarqueurs s'ils sont disponibles normaux et un projet relativement simple à base d'anthracycline. Donc cette stratification par le score HFA-ICOS est extrêmement importante, elle est encouragée par les recommandations ESC 2022 et ça va être un peu la pierre angulaire du raisonnement pour les anthracyclines, les thérapies ciblées, mais pas pour les immunothérapies où les facteurs de risque de toxicité sur les immunothérapies sont plutôt la combinaison d'immunothérapie et les antécédents cardiovasculaires. Donc finalement, comment peut-on prévoir le suivi de ces patients ? Alors une fois que vous avez bâti ce score HFA-ICOS pour votre patient, vous allez distinguer trois classes de population. Les populations à faible risque, risque modéré et à haut risque ou très haut risque. La population à risque faible et risque modéré, finalement, elle peut être gérée par l'oncologue et le cardiologue ne viendra en appui que s'il y a une complication. Dans la population à haut risque ou très haut risque, donc en amont de la prescription de la chimiothérapie, il faut discuter avec l'oncologue de la pertinence du traitement, mais ça on n'est pas capable de le faire, mais voir s'il y a d'autres alternatives moins cardiotoxiques. Attention à cette stratégie, en général, on accompagne plutôt les facteurs de risque dans cette situation-là, plutôt que de contredire le projet thérapeutique. Donc une fois qu'on a cette population-là, il faut distinguer maintenant le projet thérapeutique, est-ce que c'est des anthracyclines, des thérapies ciblées, et à partir de cette classification, pour les patients sous anthracycline, dans la population à faible risque, c'est une échographie cardiaque avant l'administration de la chimiothérapie et 3 mois après la fin de la chimiothérapie. Et au 4e cycle, vous pouvez proposer une échographie, mais c'est un niveau de recommandation de niveau 2B. Par contre, dans la population à haut risque ou très haut risque, donc là, c'est une intensification de la surveillance avec une échographie cardiaque avant la chimiothérapie, puis tous les 2 cycles jusqu'à la fin de la chimiothérapie. Donc, vous voyez, la stratification permet de distinguer plusieurs populations pour lesquelles le rythme de suivi par l'échographie cardiaque n'est pas le même. Donc tout ça, vous pouvez les retrouver dans les tableaux de l'ESC qui sont disponibles sur le site. Et pour la population sous trastuzumab, que la population soit classée à risque faible, modéré ou haut risque ou très haut risque, le suivi en échographie cardiaque est le même. Il doit se faire donc avant l'administration de l'anti-HER2, puis tous les 3 mois, jusqu'à la fin de la première année. Et puis après, ce qui distingue les deux populations, c'est l'ajout d'une échographie cardiaque 3 mois après la fin de la chimiothérapie sous anti-HER2 dans le groupe à haut risque et à 12 mois pour les deux populations de la fin de la chimiothérapie. Pour les immunothérapies, là, le risque, c'est celui de myocardite, on l'a dit en introduction. Et donc là, l'échographie cardiaque n'a pas de place et le suivi est plutôt basé, c'est un niveau de recommandation 2A, sur la réalisation d'une troponine et d'un électrocardiogramme dans les 3 premiers cycles d'administration de l'immunothérapie. Merci pour ces précisions. Et finalement, comment peut-on réduire ce risque ?
Alors réduire ce risque, c'est un peu compliqué parce que la première notion que l'on avait, ou les notions qu'on avait jusqu'ici sur les 10 dernières années, c'est que ce risque d'insuffisance cardiaque dont on a parlé en introduction et de dysfonction systolique du ventricule gauche était relativement important. Lorsqu'on voit les 10 dernières publications de tout ce qui a été publié depuis 2015, on voit que ce risque d'insuffisance cardiaque, donc clinique sous anthracycline, il est plutôt faible dans la première année. Il est d'environ 1% au maximum dans ces études randomisées, et que le risque de dysfonction ventriculaire gauche, en fonction de l'étude et encore une fois du niveau de risque de ces patients, il est entre 3 et 6%. Donc ce niveau de risque est faible, et donc ça va évidemment influencer notre capacité à réduire ce risque. Donc réduire ce risque, on l'a dit, c'est contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est une stratégie cardiologique. Il y a une stratégie oncologique, c'est voir si on peut moduler, par exemple pour les anthracyclines, plutôt des anthracyclines liposomales que des anthracyclines classiques. Et puis après, les stratégies de cardioprotection cardiologique, qu'on pourrait distinguer entre stratégies de prévention primaire. On prescrit un traitement cardioprotecteur à l'ensemble de la population qui va recevoir des anthracyclines, par exemple, ou bien on cherche à identifier la population à risque par un biomarqueur ou par biomarqueur d'échographie, par exemple le strain longitudinal global, ou bien un biomarqueur biologique, la troponine. Si on prend juste les stratégies de prévention primaire, c'est-à-dire prescrire un traitement cardioprotecteur en amont des anthracyclines, toutes ces stratégies sont globalement négatives. Il n'y a pas de bénéfice à prescrire un bêta-bloquant, un IEC, un ARA2, leur combinaison. Les statines, c'est un peu discuté, mais ça reste un niveau de recommandation faible, 2A. Donc on peut retenir qu'il n'y a pas de stratégie de cardioprotection en amont. Après, c'est un peu plus compliqué pour les biomarqueurs, la troponine ou le strain longitudinal global, où là aussi les résultats sont plutôt négatifs pour ce type de stratégie. Merci beaucoup Stéphane. Donc pour retenir de cette discussion, on retient qu'il faut les évaluer par le score de risque en consultation de cardio-oncologie, par le score HFA-ICOS qui est disponible sur le site de l'ESC. On retient également le rôle prépondérant de l'échographie cardiaque dans la surveillance dans les cas de traitement par anthracycline, anti-HER2, en moindre mesure dans le cas de l'immunothérapie. Et enfin, on revient toujours à la prévention des facteurs de risque cardiovasculaire pour prévenir ces risques de cardiotoxicité. Je vous remercie de votre attention. Merci.